Je vais rater l'inauguration de la Tour Eiffel. A verdadeira lenda da Torre Eiffel. Hoje, segunda-feira, 6 de maio de 1889, o presidente Sadi Carnot abrirá a Exposição Universal. Ele saúda o grande engenheiro Gustave Eiffel, a quem devemos a torre de 300 metros, principal atração da exposição. Este monumento único no mundo celebra o retorno da França ao mundo das grandes potências. Esta obra-prima da indústria moderna, inconcebível há poucos anos, será também o símbolo do progresso conquistado no século XIX e um vislumbre dos prodígios que os cientistas industriais nos preparam. Com esta estrutura verdadeiramente extraordinária, passamos para o futuro. A torre do engenheiro Eiffel ultrapassa o limite do possível, vai além da imaginação e marca o primeiro dia de uma nova era. 5 anos antes. Engenheiro especializado em construções metálicas, Gustave Eiffel tornou-se célebre aos 35 anos, criando a Galeria de Belas Artes para a Exposição Universal de 1867. Também construiu a ponte sobre o Douro, em Portugal, a estação de trem de Budapeste, pontes e pavilhões na Cochinchina, no Peru e no Chile, a ponte sobre o Danúbio e o incrível viaduto de Garrabi, que acabou de ser concluído. A excelência de suas realizações lhe rendeu encomendas por toda a Europa. Mas suas estruturas de ferro e vidro incríveis e suas obras espetaculares não foram mais do que um prelúdio do extraordinário monumento de 300 metros que se tornaria quase mais famoso do que as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China. Desde o início de sua carreira, Eiffel tinha ciência da importância da mídia. Convocava os jornalistas com frequência para falar de seus projetos. Le même matériel arrive par ici. Chaque appareil, celui-là, a une ergonomie propre qui est en fonction des éléments qu'il travaille. Vous préférez le fer à l'acier? No dia 26 de janeiro de 1884, porém, o prestígio do célebre engenheiro sofreu um grave golpe. Um de seus viadutos em construção desabou durante uma tempestade. Vous avez le... Et s'il arrive que le pont s'écroule? Faites bien de me poser la question, parce que, vous savez, il y a un moment critique dans la réalisation d'un pont. Et ce moment appartient à la bonne ou à la mauvaise chance. Et nos calculs les plus précis, à ce moment-là, ne valent pas grand-chose. O engenheiro Eiffel é um brilhante inventor e um habilidoso homem de negócios. Seu sucesso, tanto técnico como financeiro, deve-se à precisão milimétrica empregada na fabricação das estruturas aqui mesmo em Levallois. Alors légèreté et sécurité sont les impératifs. Ce nouveau modèle de pont que nous construisons déjà en Cochinchine doit répondre aux mêmes critères. Aucune pièce qui ne puisse être portée à dos de mulet et soulevée par 2 hommes tout en étant capable de résister à un poids de plusieurs tonnes. 1 contremaître et 4 indigènes suffisent à monter le tablier complet en quelques jours. Ainsi nous ouvrons la route à la civilisation, partout dans le monde. Faites bien savoir à vos lecteurs que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Tudo foi preparado e pré-fabricado na oficina. Eiffel projetou desde o primeiro parafuso até o último rebite.
Basta então seguir a linha de montagem criada pelos 50 engenheiros, projetistas e desenhistas que trabalham com ele há anos em projetos cada vez mais ambiciosos. Bonjour madame. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous prenne en photo? Após a humilhante derrota imposta pelos prussianos e a tragédia da Comuna, os parisienses reencontram a alegria de viver e a confiança no futuro. Uma nova geração chega ao mundo. Regardez l'objectif bien, c'est bien. Voilà. Regardez bien l'objectif. Retenez bien votre souffle, attention. A Estátua da Liberdade é um símbolo para aqueles que procuram um mundo melhor e mais justo. Foi na França que este maravilhoso presente aos Estados Unidos se materializou sob a forma de um monumento colossal, obra-prima do escultor Bartholdi e do engenheiro Eiffel. La visite d'un génie de la littérature, d'un génie de l'art comme vous est un plaisir inégalable. C'est un honneur, monsieur Wu. Un honneur immense pour le modeste ingénieur que je suis. C'est la poésie, personnifiée par le plus grand de nos auteurs vivants. Elle est devant nous, messieurs, la poésie. Elle nous impose le silence. Recebendo a ilustre visita de Victor Hugo, a estátua, um presente da velha Europa ao Novo Mundo, permaneceu temporariamente na oficina do Sr. Bartholdi. Monsieur Bartholdi, une photographie. Envolto em um manto de cobre, este monumento extraordinário possui uma sólida estrutura de ferro concebida por Eiffel, que o fará resistir tanto à mais severa das tempestades quanto a seu próprio peso. Et sur ce même principe, nous construirons des immeubles d'habitation, des bâtiments d'usine, toutes sortes d'édifices, et leur hauteur ne connaîtra pas de limite. Como um homem que acaba de realizar tal façanha poderá nos surpreender na Exposição Universal que celebrará os 100 anos da Revolução Francesa? C'est exactement ce que nous avons fait pour l'exposition de 67, il y a presque 20 ans. 20 ans et rien de neuf. L'effet de ces voûtes élargies est assez bien. Trouvons une forme originale, un objet absolument inédit. Ou alors, laissons la future exposition universelle se faire sans nous. Nous ne manquons pas de commandes, Dieu merci. Il me vient une idée, monsieur. Une idée passablement incongrue, peut-être bien, mais... Et voici cette fameuse tour de 300 mètres dont on rêve depuis 50 ans, en Europe et en Amérique. Et nous pouvons même aller plus haut. Il n'y a pas d'obstacle technique majeur. Contentez-vous de 300 mètres, mon petit coquelin. N'y passez pas trop de temps. 300 mètres de fer qui ne seront au mieux qu'une sorte d'attraction foraine. Si vous y tenez tellement, je vous avancerai le prix du papier. Et je vous ferai cadeau des crayons. Segunda-feira, 5 de maio de 1884. Une tour de 1000 pieds, plus de 300 mètres. Jamais personne n'aura pu monter si haut sur un édifice construit par des hommes. Plus haut que Notre-Dame, plus la colonne Vendôme, la Statue de la Liberté et l'Arc de Triomphe superposé. Eiffel ficara viúvo há alguns anos e sua filha Claire ocupou o lugar de dona de casa. Tu sais à quoi notre jeune ami Coquelin passe toutes ses nuits? Il est au bal de l'opéra? Au café-concert? Mon Dieu, non, tu y es pas du tout, là. Moi, j'y suis. Tu lui fais creuser à main nue le tunnel de ton futur métro, mon cher père. Ah, si le pharaon voulait bien me prêter ses 100 000 esclaves, ça serait pas une si mauvaise idée, ça. Et après, le métro Eiffel. Une pyramide Eiffel. J'ai fait quelques calculs préliminaires. La tour aurait une masse de 7000 tonnes environ. Si on élargit suffisamment l'emprise, cela devrait représenter 3,5 kg au centimètre carré, soit pas plus qu'une personne assise sur une chaise. Alors, t'y crois toi aussi? Eh bien, ce sont les autres qu'il faut convaincre.
C'est logique, c'est simple. Impeccable, de bas en haut, mais... Votre avis, Sylvestre? Tous les Parisiens ne sont pas des mathématiciens. Hein. Ce n'est que mon modeste avis d'architecte, une opinion d'artiste, mais il me semble qu'il manque un rien de souplesse et de fantaisie. C'est très intéressant. Je vois beaucoup de difficultés pour la réaliser. Continuez quand même. Mais ça sert à quoi? Paraître un somptueux paratonnerre, monsieur Coquelin? Ça ne sert à rien, ça ne sera là que pour exister. C'est surtout le vent qui va exister. Vous avez songé à la pression d'un bon coup de vent sur votre pylône de 300 mètres? Oui, j'ai fait quelques calculs. Pour un vent de 160 km/h, ça ne devrait pas osciller là-haut de plus d'une vingtaine de centimètres. Et pour un vent, mettons, de 200 km/h? Ça n'arrivera jamais sous nos latitudes. La tempête qui a détruit notre viaduc de la Tarde n'existait pas non plus. Monsieur Compagnon, nous étions en phase de lançage. 300 tonnes de fer en déséquilibre au-dessus du vide. Le moment le plus dangereux. Alors, on la regarde exister, votre tour, et c'est tout. On monte pas dessus. Il y aura des ascenseurs. Des ascenseurs? Vous avez déjà vu un ascenseur s'élever comme ça, vous? Pourtant, il en faudra bien... Il y a une solution à tout. Moi, je peux la dessiner, cette tour. Mais vous, est-ce que vous aurez assez de cran pour la construire? Demandez à mes hommes. À 300 mètres du sol, ils râleront si fort qu'on les entendra d'en bas, mais chacun sera à son poste. Et ils feront leur boulot, monsieur. Ça sert quand même à rien, votre truc. As 7.000 toneladas serão distribuídas em 3,5 kg por centímetro quadrado, peso menor do que o da maioria dos imóveis parisienses. Semana após semana, planta após planta, análise após análise, a torre toma sua forma definitiva. Sexta-feira, 12 de dezembro de 1884. Viens voir. Chaque fois que je la vois, je la trouve plus belle. Surtout aujourd'hui. Il suffit d'un simple détail, tu vois, pour la rendre parfaite. Projet d'une tour de 300 mètres déposé le 12 décembre 1884 par messieurs Eiffel et Sauvestre. Sauvestre est là, oui. Il me faut la signature d'un architecte pour participer au concours de l'exposition. Mais c'est Coquelin qui l'a dessiné, cette tour. C'est son idée. Coquelin et nous, Guillet, recevrons chacun 100 000 francs et un pourcentage sur les bénéfices que je compte tirer de ma tour. Ils n'ont pas protesté. Pour quelques nuits passées à travailler sur les planches à dessin, je pas si mal payé. Tu as raison. Non pas à se plaindre. Surtout qu'ils n'ont fait qu'appliquer mes méthodes de travail et se servir de mes propres inventions. Et les véritables difficultés vont juste commencer. Elles pourront se résoudre que sous ma responsabilité. Mas Eiffel encontrou forte concorrente nesta busca pelos céus. Bourdet, o arquiteto do Palácio do Trocadéro, propôs a construção de farol de 300 metros que iluminaria Paris. Notre tour a une rivale, mes bons amis. Une rivale en granit. Oui, en granit. Pourquoi pas en plomb? Du trop célèbre architecte Bourdet. Ce machin s'effondrera au premier coup de vent. Ou bien ça s'enfoncera dans le sol sous l'effet de son propre poids. En admettant qu'on parvienne jamais à le construire. L'obélisque de Washington est en granit aussi. Après 35 ans d'efforts, ils n'ont pas pu dépasser les 160 mètres. Comment peut-on accorder le moindre crédit au projet absurde et onéreux de ce charlatan? Nous vivons dans un étrange pays. Édition spéciale. O dever como jornalista obrigou-me a mostrar a superioridade do projeto de Eiffel frente ao do rival. O diretor do jornal me convocou no dia seguinte. Mais ça ne va pas du tout, mon vieux. Mais qu'est-ce que vous écrivez là? Regardez-moi ça. Un splendide exploit technique, la preuve de la Renaissance française. Et puis quoi encore?
Cette vilaine ferraille de l'ingénieur Eiffel. Monsieur... Je vous paye pour exprimer les opinions du journal, ce qui veut dire les miennes, pas les vôtres. Mais monsieur, pas plus tard qu'hier, vous pensiez du bien d'Eiffel? Mais Eiffel a sûrement du génie, tant mieux pour lui. Bourdet est protégé en très haut lieu. Et ça vaut bien plus que tout le talent du monde. Se a construirmos a sinistra torre do engenheiro Eiffel, destruirá o último oásis verde em pleno centro de Paris. Para derrotar Bourdet, Eiffel encontrou um defensor no governo, Édouard Lecroix, ministre do Comércio e da Indústria. Nous sommes exactement sous le centre de la future tour, monsieur le ministre. Vous aviez raison. Cet emplacement au cœur du champ de Mars, c'est parfait. Imaginez au-dessus de nous 300 mètres de fer, mélangés à la lumière et aux nuages. Ce sera bientôt chose faite, mon cher Eiffel. Vous avez le savoir-faire et le sérieux. Il me manquait juste un ministre. Il faut bien que parfois nous servions à quelque chose. O regulamento do concurso para a construção de uma torre de 300 metros foi enfim publicado. Ficou determinado que a torre deveria ser metálica, o que acabou desqualificando a magnífica obra em granito do Sr. Bourdet. Vous êtes satisfait, monsieur Eiffel? Absolument. Le règlement de ce concours me convient parfaitement. Il est en effet sur mesure. Il ne sert qu'à éliminer votre seul concurrent sérieux, Bourdet. Sur mesure? En effet. Ça fait 2 ans que je travaille avec mon équipe. Dépôt de brevets, expérimentation, de nouvelles techniques. Non, ce que vous voulez, vous, c'est que le concours soit gagné par des gens qui font n'importe quoi. Et qui n'ont rien fait du tout. Os outros candidatos só terão 3 semanas para apresentar seus projetos. 3 semanas depois. Monsieur le ministre Lecroix, ministre du Commerce et de l'Industrie. Este escândalo se deve à intervenção do ministro Lecroix, amigo pessoal do engenheiro Eiffel. Messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer les résultats du concours organisé pour la construction des bâtiments de la grande exposition universelle qui se tiendra entre mai et septembre 1889. Les 3 premiers prix de 4 000 francs chacun vont respectivement a... Este republicano radical que outrora simpatizara com a Comuna e com os socialistas revolucionários esforçou-se ao máximo para favorecer este projeto tecnicamente gigantesco. Et messieurs Gustave Eiffel et Stephen Sauvestre pour leur projet d'une tour métallique de 300 mètres. Mais uma vez, o Sr. Eiffel se valeu dos seus contatos. Ele confia na sorte e mais ainda nos amigos das altas esferas do poder. Cet appel d'offres n'était décidément qu'une farce destinée à masquer le gaspillage inouï de l'argent des contribuables. Et nous pouvons vous faire bénéficier d'un prix beaucoup plus intéressant sur le fer. Mes ingénieurs ne jurent plus que par l'acier, malgré son prix plus élevé. Moi pas. J'aime pas travailler sur une matière que je connais mal. Avec l'acier, personne ne connaît l'amplitude des oscillations par grand vent et par grande chaleur. Voilà ce que j'en pense, monsieur, de l'acier. Sous une forte bourrasque, la tour pourrait bien devenir une sorte de diapason. Pour une fois, je me fierai à mes oreilles plutôt qu'aux mathématiques. Nous la construirons en fer. Verão de 1886. A primeira etapa consistiu em retirar amostras de solo para checar a estabilidade do terreno. Os geólogos constataram que o solo estava saturado de água e que 2 dos 4 pilares da torre não seriam fixados sobre bases sólidas. La zone est totalement boueuse et instable. On ne pourra jamais creuser, on est trop près de la Seine. Notre affaire commence mal. A torre não será construída. Cabaré de Montmartre, novo espetáculo.
appréciez mon nouveau spectacle, la tour prend garde. Il n'a pas pris assez garde, justement. La tour ne se construira pas. Comment ça? Le sol est instable. C'était dans mon article de ce matin. O trabalho que acabara de começar foi interrompido e o Champ de Mars voltou à antiga função: servir de área de treinamento aos cavaleiros da escola militar. Então Eiffel decidiu utilizar câmaras pressurizadas de 15 metros por 6 para cavar a 8 metros de profundidade em áreas inundadas. Inquietos, os membros do governo veem seus receios se concretizarem. Eiffel não cumprirá o prazo e excederá a verba destinada ao projeto. Non, je ne lui parlerai pas. Votre protégé a entrepris de gaspiller l'argent public. Il y trouvera son avantage personnel, j'en doute pas, mais il pourrait bien vous coûter votre ministère. Monsieur le Président, puis-je au moins vous le présenter? Je ne veux avoir aucun rapport avec lui, même de courtoisie. Mon cher Lecroix, vous vous souvenez sûrement de mon gendre, Adolphe Salle, c'est aussi mon bras droit. Il a beaucoup de bras droits. Il en aura besoin, je le crains. Parlez-moi de ces fameux caissons pour creuser en milieu inondé. C'est une technique qui a largement fait ses preuves. Je l'ai utilisée à mes débuts pour le pont sur la Garonne. C'était il y a près de 30 ans. Vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas d'accident? Il n'y aura pas d'accident, mais le budget du chantier augmente de 250 000 francs. Je préfère être honnête avec vous. Le président du conseil n'attend que ça pour abandonner le projet. Je prendrai en charge les frais supplémentaires. As diferentes peças da câmara foram montadas no canteiro de obras. Ótimo negócio para o fabricante das câmaras, ninguém menos do que o próprio Gustave Eiffel. Surtout pas de fausses manœuvres. Je veux pas d'accident. Il y a déjà assez de retard. On envoie, mais tout doucement, hein, tout doucement. Allez, ça suit, ça suit, ça suit. Voilà. Excusez-moi. Eh? Les terrassiers vont travailler dans ces caissons? La technique est au point, ouais. Un peu plus sur ta gauche, là. Voilà. Voilà. Ce sont des vrais cercueils, il n'y a pas d'autre mot. Appelez ça comme vous voudrez. Ils vont les plonger vraiment dans l'eau? Dans ce qu'on trouvera, oui. Et comment les hommes vont-ils respirer? On leur enverra de l'air par des pompes. Tout simplement. C'est parfaitement incompréhensible. Tenez donc, je veux vous montrer une chose, avant que vous n'écriviez encore des horreurs sur moi. Ah, et quoi donc, monsieur Eiffel? Un verre, mon ami, un verre à boire. Un banal verre à boire. Enfoncez doucement le verre. Qu'est-ce que vous constatez? Ça résiste. Il y a une grosse bulle d'air. Vous pourrez l'écrire, monsieur le journaliste. Les hommes travailleront dans une bulle d'air. Ils auront largement de quoi respirer. Les ouvriers de la tour travaillent sous une pression de plusieurs atmosphères, tous les jours. Oui. Et si les pompes tombent en panne, il paraît que le caisson est inondé. En 1 minute. Ces malheureux ouvriers seront noyés comme des rats. Non, il faut tout simplement interdire ce procédé. Messieurs de l'opposition, mes hommages sincères à votre clairvoyance et à votre sagesse. Monsieur le ministre, nous exprimons simplement nos convictions.
Mais je suis très heureux que vous vous préoccupiez de la santé de nos ouvriers terrassiers. J'en suis même étonné. Toute vie humaine nous tient à cœur. Nous exprimons les craintes de la majorité des Français. Qui sont tous des ingénieurs comme vous-même, n'est-ce pas? J'ai entendu qu'il y avait eu de graves accidents avec ce procédé sur les chantiers d'outre-mer. Ni vous ni moi ne sommes des ingénieurs comme M. Eiffel. Et croyez bien que pour lui, comme pour moi, les conditions de travail et de sécurité font partie des progrès immenses apportés par ce projet. L'ingénieur Eiffel prépare le siècle futur, et nous sommes à côté de lui, messieurs, des esprits bien médiocres. Terça-feira, 1º de março de 1887. Apesar do que dizem alguns homens honrados entre os dirigentes da nação, o ministro Locroix certamente é um deles. Para acalmar a opinião pública e provar à oposição que as câmaras pressurizadas do Sr. Eiffel eram seguras, ele não hesitou em entrar em uma delas. A intervenção espetacular e corajosa do ministro mais uma vez salvou a torre, permitindo que o Sr. Eiffel continuasse seu trabalho. Eiffel, héros de notre temps, un éminent représentant du génie français, la revanche pacifique de la défaite de Sedan. Et puis quoi encore? Pourquoi pas sa statue place de la Concorde? C'est un homme qui gagne à être connu. Il accepterait sûrement de faire votre connaissance, vous l'apprécierez. En plus, vous foutez de moi. Bon, je suppose que ce monsieur Eiffel vous a taillé une redingote en billets de 1000 francs. Non, monsieur, je vous en donne ma parole d'honneur. N'employez pas de mots stupides, Barbier. On m'a pas viré ce crétin des Carpates. Il m'augmente, au contraire. Je passe à 1000 francs, ma belle. 50 louis par mois pour écrire tout ce qui me passe par la tête. Oh, mais tu vas pouvoir m'en faire des cadeaux. Elle est persuadée que je suis dans les petits papiers du ministre, du président et de je ne sais qui encore. 125 metros separam cada base da torre. As fundações das bases sul e leste foram cavadas em terreno seco e consistente, longe do Sena e das infiltrações de água. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? On déblaye tout le coin ici et on met tout là-haut. Merci. Fernand, à toi! Vas-y! Quatro lajes de concreto são posicionadas para receber as primeiras peças da estrutura metálica de cada base. De agora em diante, nada mais deveria parar a torre, mas novos inimigos aparecem. C'est une lettre de protestation des artistes de notre pays contre l'érection de la tour de 300 mètres. Nous, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté de Paris, venons protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français, au nom de l'art et de l'histoire français menacés contre l'érection en plein cœur de la capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Qui a signé cette infamie? Alexandre Dumas fils, Charles Gounod, François Coppée, Charles Garnier, le comte de Lille, Maupassant. L'élite. L'élite de notre pays.
blanc. Ils n'empêcheront pas la tour. Leur lettre sera rendue publique après-demain. J'aimerais pouvoir publier votre réponse en même temps. Ils l'auront, ma réponse. Je prétends que les courbes des 4 arêtes du monument donneront au contraire... Non, ça va pas, ça. Ça va pas enlever au contraire. Donneront une impression de beauté. Relisez-nous ça, je vous prie, Adolphe. Si vous le permettez, père. Après impression de beauté, j'ajouterais « Et ces courbes mathématiquement parfaites traduiront à la face de l'univers la hardiesse de nos conceptions. » Et sans l'univers tranquille, ma chère enfant. Pareil que je manque déjà bien assez d'humilité. Bien. Faites porter aux journaux la réponse du barbare Gustave Eiffel. Et qu'on n'y change pas une virgule. Quarta-feira, 25 de maio de 1887. Ano após as primeiras análises de solo e 4 meses após os primeiros golpes de picareta, a primeira etapa foi concluída. 39 mil metros cúbicos de terra e pedra foram retirados. Os 4 pedestais estão em seus lugares, prontos para receber a delicada estrutura de metal que constituirá a torre. Os operários cederão lugar aos quase 200 rebitadores que vieram de toda a França. Eles receberão mais do que o salário habitual, pois concordaram com as condições particulares de trabalho e o prazo de entrega da obra. Tu as bien lu le règlement du nouveau chantier? T'as tout compris? Oui, monsieur Compagnon. Signe. Duval, Valentin et Maximilien. Il y a plus d'1 million de rivets à poser là-haut. Ça te fait pas peur? Non, monsieur. Et 18 000 poutres à monter. Et comme ça. T'as intérêt à rester en bonne santé. Pour ça, monsieur, pas de problème. Je suis déjà solide comme un pont. Comme ton père, hein? Il me connaît depuis que j'avais ton âge. Une vraie tête brûlée. Il a même failli finir au bagne. Drôle d'époque, ouais. On s'égorgeait entre Français sous le regard amusé des Prussiens. Paris était en flammes. C'était ça, la commune. Rien d'autre qu'un foutu gâchis. Valentin Duval, après l'armistice, a rejoint les rangs des insurgés. La commune révolutionnaire de Paris. Avant qu'elle soit impitoyablement matée. J'apprendrai peut-être au fils qu'on peut diriger d'autres hommes sans pour autant renier ses origines ouvrières. J'en suis la preuve, moi, Jean Compagnon, chef de travaux aux ateliers Eiffel, ancien ouvrier sorti du rang. As condições de contratação são particularmente rígidas. Os horários variam segundo a estação, entre 9 horas no inverno e 12 no verão. Para ganhar tempo e controlar o consumo de álcool dos operários, Eiffel instalou cantinas sobre as plataformas. Ah, pas une tour de 300 mètres. Quoi ça va servir? On n'y arrivera jamais. Os operários são contratados pelos 24 meses que deverá durar a construção. Trabalharão 6 dias por semana, sem folgas, do nascer ao pôr do sol, qualquer que seja a estação, em uma obra cada vez mais difícil e perigosa. T'inquiète pas, personne ne sera jaloux. Baptiste est embauché aussi. Ah bon, il a été embauché, Baptiste? Oui. Tu verras la tour d'ici, maman. Allez, viens manger. Oui. On va faire pousser la plante. En l'arrosant de notre sueur. Il n'a pas commencé qu'il se plaint déjà. Et construisez la tour de Monsieur Eiffel. Même si elle sert à rien, au moins, je vous verrai rentrer le soir. Monsieur les terrassiers, on bouge plus. Sexta-feira, 13 de junho de 1887. Merci. Allez, tirez-vous les bouseux. Place au réserve. Tu pourras toujours faire le ramoneur dans ta cheminée à 300 mètres, mon petit. Ton cul, il sera jamais bien loin de mon pied, va.
Eiffel está prestes a derreter a bagatela de 60 milhões de quilos de ferro, o equivalente a 1,5 kg por cidadão francês, para celebrar o centenário da Grande Revolução. As vigas virão da forja de Pompée, no leste da França, e serão transportadas por trem até as oficinas de Eiffel, onde serão trabalhadas, perfuradas e cortadas antes de serem entregues por barcaças ao canteiro de obras. As vigas são erguidas por polias e guindastes móveis acoplados à própria estrutura da torre. Cada viga é fixada provisoriamente com parafusos antes de ser rebitada. Todas as peças com defeito são reenviadas à oficina, pois nenhuma modificação é feita no canteiro de obras. As vigas principais pesam em torno de 3 toneladas cada. São acopladas pelas vigas secundárias dispostas em forma de cruz de Santo André. Tout le souci de nos ingénieurs, c'était de répartir cette gigantesque masse métallique au sol sans qu'on s'enfonce. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une sorte de patte de canard. Mais en raison de la courbure de notre tour, chaque élément, chaque poutre, et il y en a 18 000, est différente des autres. Nous avons dû réaliser 1700 dessins d'ensemble et 3629 dessins exécution, comme cela, vous voyez. Et comment vous les assemblez? Par les rivets. Nos projetos, a torre lembra uma peça de renda. Os operários, montando as vigas por meio da técnica da arrebitagem, transformaram o rude trabalho de forjadores num tecido delicado. Esta obra colossal será composta de 18.038 peças calculadas com uma precisão milimétrica. A metade de 2,5 milhões de rebites que suportarão a estrutura foi colocada na oficina. Este é um momento crucial. Os 4 pilares da torre serão acoplados por 4 vigas gigantes pesando 70 toneladas cada, que suportarão a primeira plataforma e darão solidez à obra. Nous avons résolu les 2 grandes difficultés de ce chantier. Creuser des fondations dans un marécage et maintenant poser les poutres du premier étage. Bastide, libère-le un peu! Vincent! Se esta operação delicada não se concretizar com perfeição, jamais veremos a torre. Mas ninguém aqui duvida do sucesso final. Na verdade, o ajuste preciso de todas as vigas será obtido através de um processo muito simples, que consiste em montar as vigas mais alto do que o necessário sobre uma caixa com areia que escorrerá bem devagar, baixando a viga até o nível pretendido com precisão milimétrica. C'est fait. J'aurais tout calculé sur la résistance de la tour au vent. Cet ennemi rusé, imprévisible, pervers et toujours d'une violence sauvage. Mais les calculs ne servent à rien quand il s'agit des ouvriers qui travaillent là-haut, à la merci d'une brusque rafale. Qu'ils tombent de 30 mètres ou de 250, le résultat sera le même. Dezembro de 1887. São 8 horas da manhã. O dia acaba de nascer. Ao pé da torre, a temperatura é a mesma das regiões montanhosas. Disseram que lá em cima a temperatura é 4 graus mais baixa. Os bravos operários estão a 240 metros do topo da torre. É um espetáculo extraordinário e cotidiano, como se fosse natural os operários trabalharem a mais de 60 metros. Gostaria de ter dito 60 metros de altitude,
Mas eles poderiam perceber o vazio que os ameaça ou ficar sensíveis aos golpes de vento que mais de uma vez passaram dos 80 km por hora. Oh, messieurs! Vous avez vu l'heure? Il fait encore plus froid qu'hier, monsieur. Et là-haut, avec le vent, c'est pas possible. Vous avez de quoi faire chauffer une cafetière, non? Je dis que 9 heures par froid, ça devrait être payé comme nos 12 heures d'été. Et pas un sou de moins. Je transmettrai votre demande à monsieur Eiffel. Reprenez le travail. Non. Je dirai moi-même ce que j'ai à dire. Et tout de suite s'il le faut. C'est un socialiste. Adepte des idées d'un certain Karl Marx. Ouais, pour le reste? Oh, excellent élément. Travailleur, sobre, courageux. Ce sont les mêmes individualités qui construisent la société qui souvent rêvent de la détruire. Est-ce que vous comprenez une contradiction pareille? Vous voulez instaurer la commune sur notre chantier, ce qu'on dit? Nos revendications sont légitimes. L'achèvement de la tour est tout aussi légitime, il me semble. Mais, voyez, monsieur le communard, il n'y a pas de canon ici. Ni fusil, ni canon. Nous allons discuter honnêtement. Vous y trouverez votre compte. Sauf votre respect, monsieur. Il ne s'agit plus de discutailler. Quand on nous fait trimer là-haut dans un froid pire qu'au pôle Nord, avec un vent à nous balancer dans le vide. Vous voulez négocier, oui ou non? Nous avons justement le même ennemi, le vent. C'est vous qui discutaillez, monsieur Duval. Moi, je veux que nous réussissions ensemble. Messieurs, venez par ici, s'il vous plaît. Bon. Les 4 heures perdues seront payées. On manquerait plus que ça, ouais. Augmentation comprise entre 5 et 20 centimes de l'heure selon le poste occupé. On ne demande pas la charité, compagnon, hein. Une misère, ouais. Et gratification immédiate de 100 francs pour tout le monde. Ça, on va en parler entre nous, hein, les gars. Ceux qui ne s'estiment pas satisfaits peuvent demander leur compte immédiatement. Vous avez 5 minutes pour décider. Valentin, elle est loin, la commune, hein. Allez, on reprend les outils et on remonte. As vigas são montadas com parafusos que são retirados pelos rebitadores para a verificação do alinhamento dos buracos. As equipes de rebitadores são compostas de 4 pessoas. Um aprendiz aquece os rebites até a temperatura de 1200 graus. O rebitador pega o rebite com uma pinça longa e o insere no buraco comum a 2 peças. Uma vez no local, bloqueia-se o rebite com um contraestampo, enquanto um dos outros 2 integrantes, com a ajuda de um martelo de 5 quilos e de um estampo, molda a nova cabeça. Ao se resfriar, o metal se contrairá e unirá os 2 elementos com uma força de 3 toneladas. Cada equipe de rebitadores possui uma técnica própria de martelar e se reconhece pelo som singular de suas batidas. As 40 equipes colocam cerca de 3.200 rebites por dia.
Até aquele dia, nenhum acidente grave ocorrera, mas o perigo sempre esteve presente. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Catherine. Chaque fois que je regarde par la fenêtre, j'ai peur. On n'en est même pas la moitié. Et si vous tombez? Mais on ne va pas tomber. On risque rien, mon... On ne peut pas mettre de rambarde aux plateformes, ça nous ralentirait. Et alors? Catherine, faut tenir des délais. On est payé 2 fois plus que n'importe qui pour ça. Eh ben bravo. Et merci. J'aurais de quoi vous offrir de belles funérailles. Uma escada leva ao primeiro andar. Eiffel, os engenheiros e alguns amigos fazem a inauguração particular da plataforma. Enquanto os homens e mulheres desfrutavam a vista espetacular a 57 metros de altura, acima deles os operários continuavam o trabalho duro. Logo, toda Paris procurava conseguir o privilégio de visitar a primeira plataforma e mais, tirar uma foto com o grande engenheiro Gustave Eiffel. A vida noturna no final do século XIX é tão agitada quanto a diurna. Decididamente vivemos numa bela época. Paris é a capital mundial do prazer e seus humildes servos não deixam de apreciá-la nenhuma noite sequer. Só nesta semana, 3 cabarés abriram suas portas, oferecendo aos parisienses e aos estrangeiros maravilhados o charme das mais belas mulheres do mundo. O tempo passa rápido em meio à seda e ao cetim, mesmo porque o verão se aproxima e as noites estão cada vez mais curtas. Hoje, dia 13 de julho, Eiffel nos convidou para a inauguração da segunda plataforma, a 110 metros de altura. Somente 3 meses se passaram desde a conquista do primeiro andar e um pouco mais de um ano desde a montagem da estrutura metálica. A torre cresce cada vez mais rápido. Vous grimpez comme un alpiniste? Je monte comme font les ouvriers. Ils font l'ascension chaque matin et aucun n'aurait l'idée saugrenue de penser que c'est un exploit. Mesdames et messieurs, la prochaine fois, je vous invite à me suivre 167 mètres plus haut. D'avance, je renonce. Rassurez-vous, rassurez-vous. Malgré les bruits qu'on a fait courir, les ascenseurs fonctionneront. Eiffel organizou um suntuoso banquete seguido de fogos de artifício lançados do segundo andar.
O inverno de 1888 foi particularmente rigoroso. Por várias vezes o termômetro registrou temperaturas abaixo de zero, mas a construção continuou. Quando o vento está muito forte, a arrebentagem para. Sobre a torre, os operários realizam os procedimentos de segurança. Verificam se as linhas de força se dispõem corretamente sobre as vigas enfileiradas e corrigem as vigas deformadas em função de uma avaria ou acidente. Mais je te dis que ça glisse! On arrête pour aujourd'hui, c'est trop dangereux! On redescend! Viens, Roberta! Fais attention, Maximilien! Les gars, on travaille de plus en plus haut. Mais les salaires, eux, ils restent en bas. On aura des pâquerettes. Ouais, c'est vrai ça. Et il fait moins 30 degrés là-haut. On se fait rôtir ou geler en attendant de s'écraser en bas. Alors qu'est-ce qu'on fait les gars? On arrête. Si nous leur cédons encore, nous devrons leur accorder tout ce qu'ils veulent et même ce qu'ils ne veulent pas encore. Et s'ils se mettent en grève pour de bon, nous n'aurons aucune chance de tenir les délais. Laissez-moi faire. Desta vez, Eiffel não cedeu. Os operários que exigiram um adicional pelo perigo foram destinados ao primeiro andar para executar tarefas menos nobres. Messieurs les indispensables, ils ont enfin trouvé un travail à leur hauteur. Vous regrettez peut-être vos poutrelles, monsieur le socialiste. Et les affreux coups de vent glacés. Et les inhumaines brûlures du soleil. T'as le choix. Une peau de peinture ou un métier d'homme. À toi de choisir. J'espérais au moins ça d'un ancien de la commune. O ar é puro e vivificante. Com o tempo, a torre se tornaria o equivalente a uma estação balneária, ou ainda melhor, um sanatório para tratar de doenças respiratórias. Meu fotógrafo e eu nos incumbimos de registrar este grande momento da história a gerações futuras. Só resta um mês para o 31 de março, data em que a torre deverá atingir a altura de 300 metros. Os operários não estão longe disso. Hoje, 200 homens trabalham mesmo aos domingos e a torre cresce 1 metro por dia. Os outros profissionais, pintores, carpinteiros e encanadores que instalam a tubulação de gás para a iluminação seguem os revitadores. Não ocorreu nenhum acidente letal durante os 26 meses de construção. Sábado, 30 de março de 1889. É o último dia. Os operários dão a última camada de pintura e efetuam as verificações finais, incluindo a checagem dos rebites para assegurar que estejam presos.
Após 26 meses de trabalho árduo, mas empolgante, os operários descem da torre pela última vez, não sem uma certa emoção. A estrutura majestosa é provisória e os mais jovens já sabem que em 20 anos serão recontratados para desmontá-la. Ah, quelle journée, pas. Ouais. Ben voilà, c'est fait. Ça me fait tout drôle de savoir que je remonterai pas. Tu peux toujours acheter un ticket. On a posé plus d'1 million de rivets et il faut qu'on paye. C'est quand même grâce à nous qu'elle tient debout, non? Ouais. Et puis tiens, regarde ça. C'est du vrai cuir. Eiffel organiza a inauguração oficial da torre. As dificuldades técnicas retardam a instalação dos elevadores. Ninguém sabe se estarão prontos para o dia da inauguração pelo presidente Sadi Carnot. Ne vous inquiétez pas, Encore 1500 marches. Quando chegarmos à plataforma mais alta a 276 metros do solo, teremos subido mais de 1.700 degraus. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? À mon père, le plus grand ingénieur de notre temps. Ne l'oublions jamais. Ici, comme à Garabi, ou sur les rivières capricieuses de Cochinchine, nous jouons aux limites de ce qui est permis à l'être humain. Tu connais notre prochaine victoire, si le destin nous y autorise. À Panama. Há 8 anos, a obra do Canal do Panamá, sob a direção de Ferdinand Lesseps, vem passando por dificuldades intransponíveis. Centenas de milhões já foram gastos. Centenas de operários foram vítimas de acidentes e da febre amarela. Mesmo assim, o canal continua inacabado. Talvez só haja um homem capaz de salvar a França de um fracasso colossal, Gustave Eiffel. Monsieur de Lesseps a enfin accepté votre idée d'un canal à écluse. Il n'aura mis que 8 ans à se rendre à l'évidence. Et en attendant, combien de centaines de millions de francs dépensés en pure perte? Sur le versant atlantique, la première écluse se situera au kilomètre 22,7, ainsi que vous l'aviez préconisé. Elle aura une chute de 8 mètres. Le bief du partage des eaux sera ainsi de 38 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce sont vos propres conclusions, monsieur. Mon idée est évidemment la seule viable si de Lesseps veut achever son canal de Panama. A natureza do projeto do Canal do Panamá assustaria qualquer pessoa. A Companhia do Canal Interoceânico do Panamá está quase falida. Cada metro cúbico de terra retirado é rapidamente substituído por outro que desaba. A cada dia o trabalho é refeito. Mais pourquoi se lancer dans une aventure aussi risquée? Je suis le seul dans le monde à pouvoir construire des écluses de 11 mètres de chute. Pardonnez-moi de me répéter, père. Mais les risques financiers? C'est une affaire de 120 millions, presque 20 fois le prix de ma tour. Je serai le premier dans le monde entier. On ne dit pas que du bien des gens à qui vous avez affaire. Surtout du baron de Reynac.
Et de moi, ma chère enfant, on ne dit que du mal. Nous vivons dans un pays où on vous offre un ennemi juré pour chaque louis d'or que vous pouvez mettre dans votre poche. La dépense ne devrait pas dépasser les 400 millions d'augmentation de capital. C'est une somme impressionnante. À titre de comparaison, ma tour n'aura coûté que 7 millions. Ne craignez rien, mon cher. Ma banque vous couvre bien au-delà des sommes que vous engagerez. Et vous, monsieur Renac, vous commencez par percevoir une commission de 2 millions? C'est l'usage. Les actionnaires échappent à la ruine grâce à ton père. Tout le monde applaudit. Il sauve le canal. Mon père ferait n'importe quelle folie pour prouver qu'il a raison. Ne t'inquiète pas. Il calcule tout au millimètre, au centime près. Oui, mais là, des centaines de millions sont en jeu. Peut-être des milliards. Ton père est le plus honnête des hommes. Il ne risque rien. Mas esqueçamos as preocupações e aproveitemos esta magnífica exposição universal que traz a Paris pessoas de todos os cantos e transforma a bela capital no centro do mundo. Aqui reúnem-se pacificamente várias raças, línguas e religiões do planeta. Para esta exposição, cujo sucesso é reconhecido internacionalmente, o país da Declaração dos Direitos Humanos reúne todas as nações em nome da liberdade, igualdade e fraternidade. Allez maman, t'es sûr que tu veux pas monter? Maximilien, fais pas monter une femme enceinte à 300 mètres de haut à Londres. Et puis le médecin m'a dit de faire attention. De toute manière, tu as le temps. Ils vont pas la démonter la semaine prochaine. A torre é, no sentido próprio e figurado, o ponto alto da exposição. Há um fluxo constante de visitantes subindo ao topo. A exposição universal atraiu visitantes exóticos como o Shah da Pérsia, que não ousou subir ao topo da torre, preferindo enviar em seu lugar um representante oficial. Sem dúvida, o mais infeliz dos visitantes foi o imperador Dom Pedro II do Brasil, um homem culto, francófilo, curioso, e que, a despeito da idade avançada, atravessou o oceano para visitar a exposição. Aproveitando sua ausência, o exército brasileiro destituiu o desafortunado soberano. Após 2 laboriosos meses de ajustes, os elevadores finalmente começaram a funcionar. Homens e mulheres correm para subir ao topo do monumento mais alto do mundo, para assistir um espetáculo no teatro do primeiro andar ou para almoçar em um dos restaurantes, enquanto o som do canhão que marca as horas ecoa por Paris. Outra atração muito popular é a Rua do Cairo, com seus perfumes inebriantes, sabores apimentados e suas 1001 noites. Sexta-feira, 9 de agosto de 1889. Em 9 de agosto, no meio da tarde, um raio atingiu a torre. O para-raios foi danificado, mas não houve vítimas nem estragos significantes. Contrariamente às previsões dos pessimistas, os peixes do Sena não foram eletrocutados pelo cabo que liga o para-raios à Terra. Lucullus est consommé aux œufs pochés, suivi d'une truite saumonée au coulis d'écrevisse, suivi d'une poularde du Mans à la russe, puis homard sauté. Très bien, c'est parfait. Notre Américain est un grand homme, mais il ne doit pas savoir distinguer un homard d'un caneton. Tu veux savoir la carte des vins? Thomas Edison a une tête à ne boire que de l'eau. Dentre os ilustres visitantes recebidos por Eiffel em sua sala particular no terceiro andar,
Quem mais o emocionou foi sem dúvida Thomas Edison, o inventor do telefone, do fonógrafo e da lâmpada elétrica. Le monde entier admire le grand Thomas Edison. Vous êtes l'orgueil de l'Amérique, vous personnifiez le progrès, et vous êtes l'avenir de la civilisation. Vous nous feriez un immense plaisir si vous nous donniez vos impressions. Par ici. Pardon. Top of the Eiffel Tower, September 10th, 1889. Ao Sr. Eiffel, o grande construtor de um exemplar gigantesco e único da engenharia moderna, de alguém que tem grande respeito por todos os engenheiros, a começar pelo maior de todos, y compris le grand ingénieur. Engineer, the bon Dieu. Vraiment, vous nous faites un immense honneur, Monsieur Edison. À moi-même et à mon pays tout entier. Poussez. Allez, respirez un peu. Poussez. C'est bien. C'est bien. C'est un petit garçon. Domingo, 20 de novembro de 1892. As primeiras constatações não determinaram as circunstâncias da morte do barão de Renac. O bom senso leva a crer que ele pôs fim a seus dias. Mas alguns já falam de uma morte relacionada ao escândalo no Panamá. O barão não pode ser responsabilizado sozinho por esta falência do século, envolvendo centenas de milhões de francos. Infelizmente, somos obrigados a citar aqui o nome de Gustave Eiffel, que em 1888 tornou-se o mestre de obras do enorme empreendimento. A Torre Eiffel parece afrontar os parisienses, que perderam suas economias investindo no Canal do Panamá. Os milhares de pequenos investidores, confiantes graças à presença de Eiffel, encontram-se hoje na miséria. Foi o pior escândalo da nação. Je n'ai rien à justifier, monsieur. L'instruction prouvera que toutes les opérations sont honnêtes et parfaitement régulières. Je vous rappelle que des milliers d'actionnaires sont aujourd'hui sur le pavé, réduits à la soupe populaire, et que d'autres ayant tout perdu se sont suicidés. Em 10 de janeiro de 1893, Ferdinand Lesseps e Gustave Eiffel compareceram no Tribunal de Apelação. Lesseps, profundamente envolvido na memorável falência da Companhia do Panamá, não precisou de outra defesa além de sua idade avançada e glória vivida no passado. Eiffel, membro mais alto da Legião de Honra, foi acusado, não sem razão, de ter obtido lucro pessoal de mais de 30 milhões de francos com as operações que levaram a Companhia do Canal à ruína. Monsieur Gustave Eiffel, né le 15 décembre 1832 à Dijon, ingénieur, directeur de société, vous êtes condamné en application des articles 406 et 408 du Code pénal relatif à l'abus de confiance et détournement de biens à 2 ans de prison ferme et 20 000 francs d'amende. Eiffel apelou da decisão permanecendo livre. Mas a lei o obrigou a passar a noite anterior ao novo julgamento na prisão, junto aos criminosos comuns. O homem que fizera tanto por seu país conheceu a vergonha e a humilhação pública. Em 15 de junho de 1893, a instância superior anulou a decisão do Tribunal de Apelação. Eiffel escapou da prisão, mas sua reputação foi manchada.
No dia seguinte, tive a surpresa de receber seu convite com a promessa de responder a todas as minhas questões, sem exceção. Bon, monsieur Barbier, cette fois-ci, vous n'avez pas grand-chose d'extraordinaire à écrire. Hormis moi, Gustave Eiffel. Por anos, a filha Claire informou Eiffel sobre as notícias. Ele se preocupava muito com a imagem pública e ficava profundamente magoado. Vous avez entendu? Pour Dijon? Non. C'est la ville natale de mon père. Je sais. Ils viennent de débaptiser le quai Eiffel. Pourtant, vous avez donné une grosse somme d'argent pour indemniser les actionnaires de Panama. Plus de 10 millions. Plus que le prix de cette tour. J'ai abandonné une grosse part de mes avoirs dans ma propre entreprise. On parle de lui retirer sa Légion d'honneur. C'est un véritable lynchage. Non, c'est pas à cause de la catastrophe de Panama que je me suis fait détester. C'est le succès. Nossa conversa durou mais de uma hora. Senti que estava redigindo o testamento de Gustave Eiffel, o homem da torre mais alta do mundo, o Hércules contemporâneo, que fez toneladas de ferro dançarem e milhões de francos valsarem. Este homem acabara de morrer. Mas das cinzas deste herói vi surgir um novo personagem, mais humilde, discreto e mesmo assim admirável. O tempo do chefe de indústria chegar ao fim e ceder lugar ao cientista, experimentador, o homem de reflexão e introspecção. Dentro de alguns dias, nossa linda menina de 300 metros fará 11 anos. Os pintores e operários estão ocupados restaurando sua formosura. Desejamos a ela uma feliz adolescência, mesmo sabendo que não terá nenhuma chance de passar dos 20 anos, pois este é o limite fixado na concessão ao Sr. Eiffel. Bien entendu, la mise en valeur de ce site exige la disparition de la tour de 300 mètres, obstacle dont l'énormité, sans même qu'on prenne en compte aucun autre critère de goût, interdit tous les embellissements qu'on pourrait imaginer pour ce lieu par ailleurs si prestigieux. Le démontage de cette attraction de foire ne demandera pas plus que quelques mois. Et nous aurons enfin dégagé la magnifique perspective qui s'ouvre depuis la colline de Chaillot et se ferme sur la façade de l'école militaire. Ça va. Tu as de bonnes jambes, fiston, pour un fort en thème. Toi aussi, papa, tu grimpes bien. Tu veux dire pour mon âge? Dire qu'ils vont la démolir. Tout ce travail pour rien. Elle ne sert à rien. Comme disait M. Eiffel, sa première utilité est le plaisir de l'ascension. Est-ce que ma Coralie t'offre son plus beau sourire? Eh ben ça, mon vieux, tu saurais mieux le dire que moi. Nous faisons une photo historique, mon cher. Dans un an, ce gros machin de fer derrière nous aura complètement disparu. Et dans un an, ce gros journaliste à côté de moi aura disparu bien loin, lui aussi. Ils ne vont tout de même pas démonter la tour sous prétexte d'embellir le champ de Mars. Il en est question. Le comité technique de la préfecture va rendre sa décision dans moins de 15 jours. On reproche à la tour d'être complètement inutile. Elle permet des expériences scientifiques uniques au monde. Ben voilà un argument. Je vous écoute. Tout le pays lira ce que vous allez me dire là. Très bien. Commençons par la météorologie. Un édifice monstre qu'on pourrait souhaiter plus beau, mais qui sert à la météorologie, la télégraphie optique
la télégraphie sans fil et peut servir à 1000 autres études. Merci. Je crois que nous pouvons passer au vote. Tiens. Destruction. Destruction. Messieurs, le résultat est le suivant. Le maintien de la tour Eiffel est voté par une voix de majorité. Je vais dormir ici. Une voix, une seule petite voix, tu te rends compte? On s'en fiche un peu, non? Sans cette voix, la tour était bel et bien déboulonnée. Bon, d'accord, on s'en fiche. Quoi ça tient? L'affaire n'est pas terminée. La commission du Vieux-Paris va revenir à la charge. Plus l'antenne est longue, plus nous pouvons améliorer la portée de l'émission et de la réception. Le capitaine Ferrier m'a fait une démonstration de cette TSF. C'est extraordinaire. On peut parler à des centaines de kilomètres sans être relié par un fil. Et la nuit, le signal va 2 fois plus loin. Si nous disposions d'une antenne géante sur la tour, nous pourrions encore doubler la distance. Mais vous êtes ici chez vous, mon capitaine. La tour accueille toutes les expériences scientifiques. Oui, il me faut encore convaincre mes supérieurs de l'importance de la TSF. Bien, faites-leur savoir que je prends en charge les premiers frais. Il ne s'agit pas seulement de sauver la tour. La télégraphie sans fil a une importance stratégique. En effet. Avant 50 ans, l'antenne de la tour pourrait émettre aussi des paroles. Et pourquoi pas des images. Avant 50 ans, vous dites? Eh bien, je prends en charge tous vos frais d'installation. Mais uma vez, a torre se encontra em obras. Financiadas por Eiffel, as cabanas temporárias são agora instalações militares. Un poste de télégraphie sans fil se compose de 2 parties distinctes. Il y a l'antenne qui expédie les ondes ou les arrête au vol. Et les appareils qui les créent ou les enregistrent en cas de besoin. Nous avons mis au point un émetteur très puissant mais qui produit pas mal de bruit en effet. Un bruit de fin du monde. J'aimerais pas habiter dans le quartier. D'autant plus que nous émettons de préférence la nuit. La portée des émissions est doublée quand le jour tombe, n'est-ce pas, capitaine? Oui, nous avons fait des progrès énormes, en développant simplement les principes de Marconi et de Ducretet. Mais ces espèces de sabbats nocturnes, vous ne craignez pas qu'on vous accuse de sorcellerie? C'est déjà fait. Novembro de 1909. 4 anos depois, a presença militar é definitiva. O exército instalou entre o topo da torre e as árvores do Champ de Mars 6 cabos de aço de 425 metros cada, praticamente invisíveis do solo, criando assim uma antena de 2,5 km de comprimento. Março de 1911. A grande inundação de Paris finalmente acabou. A torre enferrujou ligeiramente e as instalações da TSF foram praticamente destruídas. Mas um ano depois não havia mais traços dessa terrível inundação. As 3 e depois 5 cabanas rudimentares que abrigavam o mais poderoso transmissor de TSF do mundo cederam lugar a instalações mais discretas. Agora enterrada sob o Champ de Mars, a estação é invisível.
Mas o verdadeiro interesse da estação TSF é prolongar a vida da torre, dando a ela a utilidade que faltava. Vont maintenant communiquer chaque nuit avec la Russie. Donc, vous avez résolu le problème des parasites atmosphériques. En effet, en portant la fréquence à 1000 périodes secondes, nous ne les entendons plus. Venez. Voici le cœur de la station. La partie souterraine, secrète. Il y a quelque chose d'encore plus secret, ceci. Le premier émetteur conçu spécialement pour être embarqué à bord d'un aéroplane. C'est un grand honneur pour moi, monsieur. Mon frère et mon père ont eu la chance, il y a 25 ans, de travailler à l'édification de la tour. Comment s'appelait-il? Valentin et Maximilien Duval, monsieur. Mais vous ne devez pas vous en souvenir, c'étaient de simples ouvriers. Valentin Duval. Ah, que si. On a fait voir votre père. Votre bonhomme. Bienvenue à la tour, jeune homme. Et le sous-lieutenant Duval commence les essais demain à Issy-les-Moulineaux. Merci, mon capitaine. Pela primeira vez, a maior antena do mundo está em contato por telegrafia sem fio com um avião. Em menos de 2 anos, os enormes transmissores e receptores foram miniaturizados e puderam ser instalados em aeronaves. Mon capitaine, je ne les vois plus. L'avion est trop loin. Bien reçu. Je les entends parfaitement, mon capitaine. Et demande l'autorisation d'aller plus loin. Autorisation accordée. Autorisation accordée! On peut aller plus loin! D'accord! On n'a plus d'essence! Faut atterrir en vitesse! Je les ai perdus. Monsieur, on est où ici? Ça s'appelle comment? Margny, monsieur. Margny quoi? Margny où? Près de Compiègne. Près de Compiègne? Près de Compiègne. On est près de Compiègne, vieux. À 60 km de la Tour Eiffel. Je les recevais impeccablement. No alto da torre, nossos bravos militares se preparam para um conflito que, se Deus quiser, jamais acontecerá. De que vale uma guerra em uma época em que a vida se torna progressivamente uma festa de sentidos e inteligência?
sábado, 1º de agosto de 1914. A Alemanha agrupa suas tropas nas fronteiras da França. A mobilização geral é decretada. Antoine Dufoin. C'est bon. Ton nom? Guillaume Minet. C'est bon. Ton nom? Duval, Maximilien, 2e classe. Ton nom? Ton nom? Léon? Maximilien? Qu'est-ce qui t'amène? Mon régiment s'en va. Ah. C'est moi qui devrais y aller. T'as une femme et 2 enfants. C'est une histoire de quelques semaines. Et puis toi, tu seras plus utile ici, non? A guerra foi declarada. A França enfrenta a maior potência militar do mundo. Os militares ocupam a torre e proíbem o acesso do público. A aviação e a TSF tornam-se fatores determinantes para franceses e alemães. Com a antena gigante, a torre pode interceptar mensagens inimigas codificadas. Grâce à cette antenne, le nouvel émetteur nous a remis au niveau des Allemands. Nous communiquons sans problème avec nos alliés russes. Et si un obus allemand atteignait la tour? Pas plus d'effet qu'une mouche prise dans une toile d'araignée. Ça bouge, ça vibre, mais ça tient. La meilleure des fortifications, c'est le vide. La tour est blindée. Blindée par l'air. Nossas tropas lutam bravamente do Mar do Norte ao Jura. Mesmo assim, o inimigo avança em direção a Paris. Estamos à beira de uma catástrofe. O avanço das forças alemãs é fulminante e o exército francês foi forçado a se retirar para o subúrbio de Paris. Ils viennent encore de changer de code, mon capitaine. Téléportez cela à côté, au jour du chiffre. C'est à croire que nous n'avons plus d'armée. Où est-elle, notre armée? Vous avez des nouvelles, vous? Aucune. Ni de mon frère, ni de son régiment, ni d'aucun autre. Quinta-feira, 3 de setembro de 1914. O exército alemão decide atacar as forças francesas pelo sul, atravessando o Marne. Certos da vitória, os alemães nem tomam a precaução de codificar suas mensagens. Les salauds. Et ils les mettent en clair maintenant, ils se foutent de nous. Écris. Écrit. Écrit quoi? Qu'on a perdu la guerre? Que les Allemands sont à Paris? Écris, nom de Dieu. Wir stehen noch an die Marne. Nous sommes encore sur la Marne. Hommes et chevaux sont épuisés. C'est un message du général von Marwitz. La cavalerie de la première armée allemande est hors d'état d'avancer davantage. Merde alors. Qui a décrypté ce message, lieutenant? C'était en clair, mon capitaine. J'avertis l'état-major.
Ou bien le message est un faux pour nous piéger, ou bien c'est nous qui les tenons. As preciosas informações obtidas graças à antena foram rapidamente confirmadas. O general Gallieni decidiu enviar os homens da guarnição de Paris. Pretendia aproveitar o momento vulnerável em que o exército alemão se encontrava. Requisitou os táxis da cidade e transportou em uma noite 6.000 soldados que mudaram o rumo da guerra. A batalha decisiva ocorreu a 40 quilômetros de Paris. A estratégia de Gallieni, contrária às regras da arte militar, surpreendeu o exército alemão, que foi pego desprevenido. Oh, il y a du mouvement en bas! De la cavalerie! C'est nous ou c'est eux? On est trop haut pour voir, mon capitaine! – 7 de setembro. Os aviões de reconhecimento sobrevoando o fronte confirmam. Os franceses retomam a vantagem e os alemães batem em retirada. O resto da história é conhecido. Muitas coisas aconteceram desde 1914. A Torre Eiffel foi salva pela Batalha do Marne, assim como toda a França. Depois disso, nunca mais se levantou a hipótese de desmontá-la. Eiffel faleceu em 1923. E a torre? A torre. Esta noite, desde as invenções mais